Donc connu depuis jeudi soir. Regardons un peu pour les principaux membres. Bruno Le Maire donc reste à l'économie. Éric Dupond-Moretti reste garde des Sceaux, ministre de la Justice. Gérald Darmanin est bien confirmé à l'intérieur. Stéphane Séjourné aux Affaires étrangères. Sébastien Lecornu aux armées. Amélie Oudéa-Castéra arrive à l'éducation nationale, à la jeunesse, au sport et au JO. C'est un périmètre assez étonnant. Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Marc Fesneau, qui est conseiller régional ici en Centre-Val de Loire, conserve l'agriculture. On ne sait pas pour le moment si Philippe Vigier, ancien député d'Eure-et-Loire, restera délégué chargé, ministre délégué chargé des Outre-mer. Et puis la nomination, bien sûr, de Rachida Dati à la culture. C'est l'événement de ce remaniement. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette composition de nouvelle équipe. Stéphanie Rist. Je dirais action, efficacité. Un gouvernement qui est prêt au travail, vu l'expérience des différents ministres qui ont été nommés. Et donc, je suis ravie, moi, d'avoir ce gouvernement avec lequel je suis sûre on va pouvoir avancer rapidement. Et au RN, comment on a réagi, Thomas Ménager ? Ça a feuilletonné pendant 2 jours sur les chaînes d'infos, mais beaucoup de bruit pour rien, puisque vous l'avez dit, un certain nombre sont des reconductions. Il y a quelques visages nouveaux qui sont des recyclages, des républicains, des débauchages. Et puis de toute façon, il y a peu d'espoir, parce que le problème, même si on peut espérer pour les Français, pour la France, que ce gouvernement réussisse, on ne peut que le souhaiter. Mais justement, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas de changement de cap, peu importe le casting, peu importe l'équipe, la question, c'est vraiment la ligne politique. On a posé la question, justement, à ces Français, ce qu'ils pensent de ce nouveau gouvernement, j'ai bien dit. Nathanaël Lemaire est allé dans les rues de Tours. Je trouve que c'est très original d'avoir un jeune de 34 ans aux manettes du pays. Et puis, visiblement, un gouvernement qui se recentre un peu sur la droite. Maintenant, il faut laisser la place aux jeunes et voir ce qu'ils sont capables de faire. On jugera dans quelques semaines. C'est sur le choix de ces ministres-là où je suis un peu plus surpris d'avoir choisi Rachida Dati, par exemple, ministre de la Culture. Ça me surprend fortement. Je pense que c'est une femme de droite déjà. Ça va faire bouger un petit peu le Parti républicain. C'est pas une macronienne. Elle a toujours dit, été contre son gouvernement, enfin contre l'homme aussi. Enfin, elle a toujours craché un petit peu dans la soupe. Bon, il était déjà dans les ministères, donc il a de l'expérience de ce côté-là. Et puis on verra en tant que Premier ministre s'il arrive à gérer les anciens ministres qui sont déjà en place et qui ont plus d'expérience que lui. En tout cas, on peut le dire, c'est un gouvernement qui penche très fortement à droite. C'était quoi l'intention d'Emmanuel Macron ? Il y a un message. Alors, je crois on reste dans la disruption portée par le président de la République et le dépassement. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est de dire toutes les personnes compétentes, efficaces, qui ont envie d'agir pour les Français autour du projet que nous portons avec le président de la République doivent venir travailler avec nous. La question, moi, j'aurais à poser, c'est est-ce que c'est un coup politique ? Certains le voient comme une volonté d'essayer de nous concurrencer, de concurrencer le Rassemblement national, qui est pour les élections du 9 juin prochain, qui seront des élections de mi-mandat, les élections européennes. Pour les européennes, oui. Les Français, actuellement, dans les instituts de sondage, nous portent en tête. Et donc peut-être que c'est une manière de venir sur notre terrain, mais je pense que les Français préféreront toujours l'original à la copie. Et puis vous avez beau mettre des personnalités de droite, rien ne dit que le programme ne sera pas dans la continuité de celui d'Emmanuel Macron. Alors justement, avec la présence de ces personnalités de droite, Richard Ramos, qui est député MoDem du Loiret, eh bien, il a critiqué très vivement la composition de ce gouvernement. J'ouvre les guillemets, je le cite, « Le président de la République a réinventé l'UMP », dit-il. Il y attend d'ailleurs le discours de politique générale du Premier ministre pour éventuellement envisager une liste MoDem indépendante aux élections européennes du 9 juin. Vous y croyez, ça ? Peu importe, c'est vraiment de la politique politicienne. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ce que les Français attendent, c'est de savoir si ce gouvernement, est-ce qu'on va essayer, on espère, va changer de ligne politique, va régler les problèmes d'inflation. On est le pire pays de l'Union européenne en termes d'inflation alimentaire, va régler les problèmes d'insécurité, va régler les problèmes d'immigration, la question de la santé, qui est un enjeu majeur sur notre territoire. Aujourd'hui, de savoir qui va faire la liste et si la majorité et chacun a été servi et la soupe a été suffisamment servie à chacune des composantes de la majorité, je pense que c'est très loin des préoccupations. Richard Ramos,
Ramos, et avec la majorité, quand vous lisez ces propos, vous réagissez comment ? Moi, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est je félicite Marc Fesneau du MoDem qui a été reconduit ministre de l'Agriculture et j'en suis ravie. Je rejoins Thomas Ménager sur le fait qu'il ne faut pas faire de la politique politicienne, qu'on est attendu sur des résultats. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Ménager, c'est que vous dites que le taux d'inflation est un des plus hauts, ce qui n'est pas vrai, puisqu'on a le taux d'inflation des plus bas dans les pays de l'Europe, à 15%. À 15%. Oui, mais il faut regarder que les politiques économiques que nous avons menées, et d'ailleurs c'est très bien que Bruno Le Maire puisse rester en poste dans un ministère élargi à Bercy, parce que les politiques économiques que nous avons menées, même s'il est difficile pour les Français avec l'augmentation de l'inflation, nous sommes quand même en Europe un des pays qui répond le mieux à cette inflation, qui a le taux le plus bas depuis 2020. On se compare souvent avec l'Allemagne, c'est 15% en France, 20% en Allemagne. Je reviens un instant sur la sortie de M. Ramos. Visiblement, il a envie de prendre un peu le large avec le MoDem, se dissocier de la majorité. Honnêtement, les Français attendent pas de savoir si c'est quelqu'un de droite, de gauche, du MoDem ou de je ne sais où qui arrive au gouvernement. Les Français veulent des résultats. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Peut-être que si M. Ramos avait été nommé ministre, il n'aurait pas eu la même réaction. Donc, je crois que ce qui est important pour nous tous, c'est que nous avancions dans l'intérêt du pays et pour les Français. Je disais tout à l'heure, la grande surprise, ça a été l'arrivée de Rachida Dati, qui, je le rappelle, est sous le coup d'une mise en examen dans le cadre de l'affaire Carlos Ghosn, ex-PDG Nissan-Renault. Certes, il y a présomption d'innocence, bien sûr, mais ça a fait beaucoup réagir dans les rendus RN. Ça vous pose un problème, ça ? Non, on respecte la présomption d'innocence. Après, c'est toujours gênant de nommer, puisqu'on ne sait pas si elle pourra aller au bout de ses fonctions et elle pourra mener ses fonctions de manière apaisée. Quand vous devez vous défendre en parallèle, possiblement dans le cadre d'un procès, c'est toujours pas forcément idéal pour mener à bien. Mais ce que je veux dire, c'est que Rachida Dati, c'est surtout un symbole malheureusement de l'appât du gars, de l'appât du poste, parce qu'elle a dit que La République En Marche, elle le disait, c'est ses propos, j'invite vos téléspectateurs à aller voir, c'était les traîtres de gauche et les traîtres de droite. C'est incroyable qu'elle ait pu dire ça il y a quelques années, même pas 2 ans je crois, pour au final, elle, peut-être en vue de Paris, au détriment de la France et des Français, elle a préféré se vendre. Sa présence vous dérange ? C'est quelqu'un d'engagé qui a beaucoup travaillé pour arriver là où elle en est. Qui aime se battre, dit-elle. Elle aime se battre et tant mieux pour les acteurs de la culture et surtout de la culture pour tous. Qui sont réputés être à gauche, ça risque de faire des étincelles. Je ne sais pas, parce qu'en fait, quand vous avez une ministre engagée, qui sait se battre, qui sait tenir tête et qui obtient des augmentations de budget, les acteurs, généralement, sont plutôt contents. Donc nous verrons. Nous verrons. En tout cas, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher le travail et l'engagement pour les Français. Et je le redis, je pense que c'est intéressant pour notamment la culture pour tous. Il y a des rumeurs depuis quelques jours de création d'un sous-groupe à l'Assemblée, sous-groupe de la majorité, rassemblant l'aile gauche de la Macronie. Est-ce que ça caractérise les divisions, les fractures qu'il y a chez vous ? Vous savez, ça fait 7 ans que je suis dans le groupe de la majorité et 7 ans qu'on nous dit c'est la fin de votre groupe à la majorité, vous n'allez pas arriver à vous entendre pour la suite. Mais là en particulier depuis la loi immigration, là il y a eu une vraie fracture. Ça avait déjà été le cas dans le premier mandat, on entend ça régulièrement. Nous verrons. Moi je crois qu'on doit tous travailler au contraire. Encore une fois, on a des enjeux très importants. On l'a dit avec les élections européennes. Nous devons porter ces élections de façon majeure parce que l'Europe forte, c'est une France forte dans une Europe forte. Et ça ne sera pas la division qui nous fera gagner. Est-ce que vous avez l'impression que ces nominations avaient vraiment des visées bien particulières et que c'était fait pour couper l'herbe sous le pied du RN ? Vraisemblablement, enfin vous savez, je vous dis, ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde, mais on peut quand même s'interroger. Il a choisi le ministre qui était aujourd'hui le plus populaire. Aujourd'hui au sein du gouvernement. Donc il y a une volonté peut-être de surfer sur la popularité d'un certain nombre de personnalités en vue des élections européennes. Mais les Français ne sont pas dupes. Et puis surtout, ils voient bien que Gabriel Attal, il a augmenté sa popularité au moment où il a parlé comme le Rassemblement national, sur l'uniforme, sur l'interdiction de la baya. Et c'était tant mieux. Et nous avons été les premiers à dire ça va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, il faut aller des paroles aux actes. Et c'est ça ce qu'on attend. On parle de Gabriel Attal, mais c'est vrai que ce gouvernement est également très jeune. Stéphane Séjourné, par exemple, aux Affaires étrangères, 38 ans, plus jeune ministre de la 5e à ce poste. Sébastien Lecornu également aux armées, 37 ans. Gabriel Attal, donc Premier ministre, 34 ans. Plus jeune Premier ministre, là aussi, de la 5e. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce coup de vent ?
Pour moi, c'est une confiance donnée aussi dans tous les jeunes de notre pays. C'est une confiance qui est apportée avec un dynamisme et une recherche d'efficacité. Encore une fois, ce sont des gens, malgré leur jeune âge, compétents, qui l'ont montré aux différents postes qu'ils ont occupés. Stéphane Séjourné portait le groupe au Parlement européen. Ce n'est pas des nouveaux arrivés. Ce qu'on remarque en revanche, c'est qu'avec le départ de Catherine Colonna aux affaires étrangères, il y a plus de femmes au poste régalien. Alors on a des femmes à des ministères très importants que sont Catherine Vautrin au ministère Santé, Solidarité et Travail, oui. Ou Amélie, la ministre des Sports, qui devient ministre de l'Éducation aussi. Donc Amélie Oudéa-Castéra, oui. Dans des gros ministères. Donc des femmes à des postes clés, il me semble. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans le jeunisme. C'est-à-dire d'être jeune, et c'est moi qui le dis ayant 32 ans. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a des bonnes idées, qui a des solutions. Donc c'est bien, il faut que les gouvernements soient représentatifs de la société tout entière, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés. Mais on nous a fait le coup d'Emmanuel Macron aussi, qui était jeune et qui allait tout révolutionner. C'est-à-dire que vous pouvez être jeune et avec des vieilles idées, vous pouvez être plus âgé avec des jeunes idées et des idées positives. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter au profil direct. Mais par contre, je m'inquiète de ces gros ministères. C'est-à-dire que quand on est dans un territoire comme le Loiret et qu'on voit qu'on va avoir un ministère qui va allier santé et travail, alors même que je pense, et je m'exprime devant une médecin, elle ne partagera peut-être pas mon avis puisqu'on n'est pas sur les mêmes bancs politiques. Stéphanie Rist, effectivement, on l'indiquait à nos téléspectateurs, qui est médecin au CHU d'Orléans. Et qu'il faudrait, je pense, un ministère global dédié, puisque c'est une préoccupation majeure pour les Français, notamment dans Gâtinais, sur mon territoire, où il est de plus en plus difficile de trouver un médecin. Ça vous gêne, effectivement, Stéphanie Rist, qu'il n'y ait pas un ministère plein, consacré uniquement à la santé? Puis après, peut-être que vous nous ferez une confidence, parce qu'il y a votre nom qui circule... Non. Alors, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait un ministère qui partagé. soit... partagé. Et je pense même que c'est une bonne chose. Je vais vous expliquer. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on va pouvoir parler du soin en général. Et on l'a beaucoup entendu pendant la réforme des retraites. Combien m'ont dit le travail, ça nuit à la santé? Je pense que le travail, la santé et la prévention dans ce ministère va pouvoir être pris en charge de façon globale et de façon politique. Il y aura des ministres délégués ou des secrétaires d'État qui seront spécialisés probablement faites-nous la sur confidence. la santé. Est-ce qu'effectivement vous avez été consulté, sollicité? Mais vous savez, moi j'ai des responsabilités à l'Assemblée qui sont d'être rapporteur du budget de la Sécurité sociale. Vous savez aussi, parce que je l'ai déjà dit... Ce que je sais aussi, c'est que tout va vite en politique. Peut-être que la semaine prochaine, vous aurez un poste. Les budgets seront compliqués puisqu'on a une dette sociale qui s'aggrave et que j'ai beaucoup de travail sur ce sujet à faire à l'Assemblée pour essayer de mieux gérer la dette sociale et que je suis utile à l'endroit où je suis. On parle un petit peu maintenant, c'est un poste extrêmement important, de l'éducation nationale. Gabriel Attal, dans ses premières paroles, il a dit « J'emmène avec moi le dossier éducation nationale, rue de Varennes à Matignon ». Est-ce que ça veut dire déjà que le ministre de l'Éducation nationale va avoir pieds et poings liés? C'est une ministre qui aura dans tous les cas un gros portefeuille. C'est-à-dire l'année des Jeux Olympiques, elle va avoir les sports et l'éducation nationale qui est un enjeu majeur. Mais finalement, Gabriel Attal, le Premier ministre, a dit qu'il allait personnellement s'en occuper. On le verra. Dans tous les cas, le rôle du Premier ministre, c'est de s'occuper de l'ensemble des sujets aussi et de coordonner l'activité du gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est qu'en tant que député de Montargis, où il y a eu les émeutes, je peux vous le dire, l'éducation, au-delà des enjeux sécuritaires, c'est un enjeu majeur pour redresser notre société, pour remettre de l'autorité, pour remettre de l'ordre, pour faire croire en la valeur de la société. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que ce gros ministère, dans tous les cas, soit suffisamment pourvu pour pouvoir mener à bien pour nos générations à venir, pour les enfants qui seront l'avenir de notre territoire. La nomination de Gabriel Attal n'a pas fait l'unanimité dans les rangs de la Macronie. François Bayrou, Édouard Philippe et même Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, aurait tenté de dissuader le président de le choisir. Ça ne va pas semer la pagaille, ça ? Moi, je ne crois pas. Je crois que Gabriel Attal, et on parlait de l'éducation, a porté au ministère de l'Éducation en très peu de temps l'exigence, l'excellence pour l'école. Il a déjà pris des décisions importantes en tant que ministre de l'Éducation qu'il va bien sûr poursuivre en tant que Premier ministre. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et je pense que c'est vraiment important. Donc vous êtes pas sceptique au regard de son inexpérience, entre guillemets, de son jeune âge? Alors, il est jeune, mais je ne crois pas qu'il soit inexpérient. Et surtout, il a une capacité d'écoute
tel qui fait qu'il aura les outils pour, à mon avis, Parce que être vous un savez bon comme moi Premier qu'on dit ministre. qu'il ne connaît pas le terrain, il ne connaît pas la province. Pour être de cette circonscription et avoir invité à plusieurs reprises Gabriel Attal sur la circonscription à rencontrer des citoyens, je peux vous dire qu'il est d'une part à l'écoute et qu'il sait prendre les décisions dans les suites par rapport à ce qu'il a écouté. C'est un profil que vous connaissez, monsieur Attal ? Très peu comme ministre, c'est pas un profil inexpérimenté. Et là, elle a raison. C'est un profil de quelqu'un qui est là depuis le début de l'ère d'Emmanuel Macron, qui est ministre depuis 2018, donc qui a près de 7 ans à son compteur, qui est responsable, qui est comptable de la situation aussi. Donc on nous fait le coup du renouveau, comme si Gabriel Attal n'avait pas exercé des fonctions. Il a exercé des fonctions au compte public, on a eu une dette qui a continué de s'envoler. Il avait promis, alors on nous le repromet à nouveau, des baisses... La fraude surtout, des quand baisses, il était au compte public. Concrètement, il a fait un plan les cartes de lutte vitales contre la biométriques. fraude. Le plan, il y a eu un plan. Dans le plan, il est il n'y avait parti. pas les cartes vitales biométriques. Vous Oui, savez, mais c'était au concrètement, Sénat que ça avait été mis en place. Quelle évolution sur le truc? Parce qu'il y a des beaux plans, il y a beaucoup de paroles avec Gabriel Attal, et souvent, c'est on est pas tous vrai. d'accord, on est souvent tous d'accord, comme avec Emmanuel Macron, mais dans les faits, concrètement... Est-ce pas que ça grand-chose. risque pas d'être compliqué avec certains poids lourds par exemple, tenez, Bruno Le Maire, parce que Gabriel Attal a travaillé avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire était son patron, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il va se plier aux directives de M. Attal ? Mais moi, pour travailler régulièrement avec ces ministres dont vous parlez, notamment Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ce sont des ministres compétents qui ont un intérêt de la France au-dessus des guerres éventuelles que certains peuvent prédire. Je crois que Parce qu'il y a très fort caractère également. Hein, Monsieur Dupond-Moretti, Madame Arachi. C'est que des personnalités avec un très fort caractère. C'est ce qui me fait dire qu'on aura de l'efficacité aussi. Mais je crois qu'ils ont tous et chacun l'intérêt du pays au-dessus des intérêts et des petites guerres que certains aimeraient voir apparaître. Justement, lors de son deuxième déplacement, je crois, c'était en compagnie de Gérald Darmanin, dans un commissariat de police, il a déclaré qu'il n'y a pas de société sans ordre et sans règles. Ça, c'est un discours qu'on entend au RN également. Je vous le dis, il dit des bonnes paroles. Mais il est responsable de la situation, comptable de la situation et du gouvernement d'Emmanuel Macron. Il a été porte-parole, ministre, secrétaire d'État, puis ministre des Comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale. Il a occupé quasiment un grand nombre de fonctions. Il est monté progressivement. Mais la hausse des homicides, les émeutes qui nous ont touchés il y a quelques mois, c'est le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité aussi. Donc, bien entendu, je suis d'accord, je ne vais pas vous dire que si Gabriel Attal dit qu'il faut de l'ordre et de l'autorité, je vais m'inscrire en faux parce que c'est Gabriel Attal et parce que je suis dans l'opposition. Mais derrière, il y a les paroles. Mais en politique, il y a les actes. C'est un peu comme en amour. Il y a l'amour et les preuves d'amour et on attend des preuves et on attend de l'action. Donc là, on va attendre le discours de politique générale. Voilà, on attendra de voir des actions. Intervenir lundi ou mardi, c'est ça ? Oui, probablement dans la semaine prochaine. Mais je veux revenir sur ce qu'a fait Gabriel Attal à l'éducation. L'interdiction de la baya. On lui avait dit que ça allait être compliqué. Il l'a fait, ça a été mis en place. Les groupes de niveau, c'est commencé à être mis en place. L'apprentissage de l'empathie pour éviter le harcèlement, ça a été mis en place. Le gain de plus de 4 milliards d'euros pour le budget de l'éducation pour l'année 2024. Il a réussi à obtenir cette augmentation. Donc on voit bien qu'en quelques mois à l'éducation, il a mis... c'était notre programme, donc je ne vais pas vous inscrire en faux, c'était le programme que nous défendons. Encore une fois, moi, je suis venue en politique avec Emmanuel Macron pour ce dépassement et pour que les choses qui doivent être faites pour notre pays soient mises en place. Et c'est pas de dire c'est votre programme ou pas. C'est pas vrai. La laïcité, ce n'est pas un programme du Rassemblement. Mais quand Gabriel Attal a des sorties comme majeurs. ça, qui sont très dures, les mots sont très fermes, est-ce qu'il se coupe de l'aile gauche de la Macronie ? Mais ça serait dommage. Les Français nous demandent de la sécurité. Les Français, et notamment les Français qui vivent dans des situations les plus en difficulté. L'aile gauche n'a pas envie d'entendre ça, vous êtes d'accord ? Nous allons voir dans les semaines qui vont se passer, mais je ne crois pas, et en tout cas, je pense que ce serait la gauche qui se perdrait de ne pas penser qu'il faut de l'autorité pour les Français. Ah, justement, ce changement de cap attendu par les Français, vous y croyez avec cette nouvelle équipe ? Non, je vous dis, parce que cette nouvelle équipe, c'est beaucoup de recyclage, beaucoup de recasage, quelques chaises musicales.
Après, on a toujours un peu d'espoir dans l'intérêt des Français. Vous savez, quand on a Stéphanie Ries comme moi dans nos permanences, des personnes qui souffrent, etc. Dans tous les cas, quand bien même on est dans l'opposition, on n'espère pas, on n'attend pas que ça soit la catastrophe et on n'attend pas la politique du pire. Donc on a toujours un peu d'espoir pour les Français. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est plus Borne 3 ou Sarkozy ou Fillon 4 au vu du profil que vraiment un gouvernement Attal 1, c'est-à-dire un vrai gouvernement avec une nouvelle évolution, un nouveau cap. Mais on peut que espérer pour les Français et se battre à l'Assemblée nationale, nous en tant que groupe d'opposition, pour essayer d'améliorer les textes qui arriveront, de bloquer les textes qui seront néfastes pour les Français. On continuera à agir de la même manière. Alors pour évoquer ce nouveau cap, justement, le président Macron parle beaucoup en ce moment de réarmement de l'économie française. Est-ce qu'il a les possibilités de le faire quand on sait que le pays a 3 000 milliards de dettes ? Il doit, je crois, s'exprimer la semaine prochaine pour commencer à parler de ce qu'il envisage sur ce réarmement, pas que économique. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? C'est un langage guerrier, c'est quoi ? Oui, mais la situation... Il faut se rendre compte de la situation instable du monde actuel dans lequel nous sommes, d'une part avec les guerres en Europe, avec la guerre en Ukraine, la guerre bien sûr au Proche-Orient et les nombreux conflits, donc une situation mondiale instable, une économie mondiale aussi instable avec des élections aux États-Unis dont on espère que ce ne sera pas M. Trump qui serait réélu, puisqu'on imagine les risques, et notamment sur le sol européen avec la non-protection de l'Ukraine s'il venait à être élu. Donc on est dans un monde instable. On a avec ça un gouvernement et un président de la République qui prend les choses en main, je le crois, sur la scène internationale, mais aussi à l'intérieur. Nous devons être prêts. Le temps passe très très vite. Il nous reste à peine 5 minutes. Je voudrais bien sûr que l'on parle des élections européennes. Ce sera le 9 juin prochain. Si le Rassemblement national réalise un excellent score, comme le laisseraient penser les derniers sondages, est-ce que ça aura une incidence directe sur la politique intérieure française ? Je pense que comme ce sont des élections de mi-mandat, il n'y aura pas d'autres élections nationales, puisqu'après il y aura les municipales qui n'auront pas un impact ou un retentissement au niveau national. C'est-à-dire d'envoyer un message à Emmanuel Macron. Si les Français se mobilisent et nous placent en tête, comme les sondages l'indiquent aujourd'hui, c'est d'envoyer un message à Emmanuel Macron en disant nous attendons une autre politique. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément entendu totalement, on l'a vu avec un refus d'écouter les oppositions à l'Assemblée nationale, notamment le premier groupe d'opposition que nous sommes au Rassemblement national après la défaite ou la victoire partielle, ça dépend comment on se place, avec une majorité non absolue, une majorité relative. C'est un moment pour envoyer un message très clair. Et puis, il y a une chose extrêmement intéressante, c'est qu'il y a une opération qui a consisté à sortir Stéphane Séjourné d'une probable tête de liste pour ces européennes, en le nommant au Quai d'Orsay, tête de liste qui devrait donc logiquement revenir à Olivier Véran. Est-ce que ça change quelque chose pour le RN parce qu'il a une stature politique, Olivier Véran, bien plus épaisse ? Oui, mais je pense pas, parce que vous savez, Olivier Véran, c'était le ministre pendant le Covid. Les Français en gardent pas forcément un excellent souvenir non plus. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a derrière les castings, derrière les personnes, on n'est pas en télé-réalité. C'est la question des projets. On a des projets sensiblement différents. Nous proposons une Europe des nations et des projets, une Europe des coopérations, où, bien entendu, on peut coopérer sur certaines thématiques, mais on retrouve notre souveraineté, notre liberté, notre capacité de décider dans notre pays. On remet un certain nombre de frontières, de souveraineté, là où il n'y en a plus depuis un certain nombre d'années. Et les Français, ils votent pas que pour des personnes, ils votent aussi pour des idées. Pour en terminer, un tout petit mot de politique intérieure. Les alliances qui vont se faire au sein de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a des votes, il y aura des votes, ça sera au coup par coup. Ça, je ne sais pas ce qu'il en sera au niveau de la majorité, mais nous, on est très simple. Oui, chez Depuis vous, le début, on vote parfois avec la majorité, parfois avec les Républicains. En fait, on ne vote pas avec des camps politiques, on vote avec une boussole, l'intérêt général. Est-ce que le texte est bon ou pas? Est-ce qu'on considère qu'il va dans le bon sens ou pas? Et c'est la seule chose qui nous préoccupe. Et je pense qu'aujourd'hui, on est le seul groupe politique à l'Assemblée nationale à voter alternativement avec des groupes de gauche, de droite, de la majorité, et en pensant juste à une chose, est-ce que c'est bon pour notre territoire? Est-ce que c'est bon pour la France? Et c'est comme ça qu'on devrait faire de la politique. Stéphanie Ries, lorsque des lois issues de la majorité sont votées par des représentants du RN, est-ce que ça vous pose un problème, vous? Ce qui me pose un problème, c'est quand M. Ménager dit qu'on a des projets politiques sur l'Europe un peu différenciés. Nos projets politiques sur l'Europe sont complètement opposés. Vous voulez une Europe rabougrie qui aurait pris le vaccin russe et qui n'aurait pas permis de soigner les gens pendant le Covid. Nous voulons une Europe ouverte, une Europe forte.
la seule capable de pouvoir gérer, comme cela a été fait très bien pendant le Covid, la santé en permettant l'achat des vaccins pour tous, en permettant aussi le quoi qu'il en coûte qui a suivi, une Europe qui peut protéger les Français. Oui, ça, c'est pas l'Europe telle que vous la concevez, Monsieur Ménager. Non, parce qu'elle ne marche pas, cette Europe, malheureusement. Quoi qu'il arrive, il faut améliorer le fonctionnement de l'Europe, mais l'enjeu de ces élections pour notre pays est majeur, et vraiment, on a un projet très, très différent sur l'Europe, et on sera, j'espère, amené à en débattre. Un dernier mot en 20 secondes. Non, je dis aux Français de tenir bon. C'est-à-dire voilà, de croiser les doigts, d'espérer quand même que ce gouvernement, et nous on ne sera pas là pour remettre le bazar, mais on sera là pour essayer de faire le maximum pour apporter notre voix d'opposition, et puis de leur dire que si malheureusement il n'y a pas de renouveau, qu'il n'y a pas de changement de cap, de leur dire de tenir bon, et que tous les parlementaires du RN et nous en tant que politiques français, on essaiera de se battre en vue des élections à venir, et notamment de la présidentielle, parce que tant qu'on ne changera pas la tête, tant qu'on ne changera pas Emmanuel Macron ou son successeur, qu'il soit un nouveau jeune comme Gabriel Attal ou un autre, il n'y aura pas d'évolution pour eux, malheureusement. Et bien voilà, Dimanche en politique, c'est terminé. Merci Stéphanie Rist, députée majorité présidentielle du Loiret. Merci Stéphane Ménager, député Rassemblement National également du Loiret. À très vite pour un prochain numéro.